syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec. Alors, ne soyez pas étonnés, j'ai désactivé les micros simplement pour m'assurer du bon fonctionnement de la soirée. C'est une soirée d'information sur le projet d'agence de vente du siège Sapin-Pinette. Donc, l'objectif de la rencontre est d'informer les délégués et les propriétaires forestiers sur le projet de règlement qui sera présenté au vote en Assemblée générale spéciale le 10 novembre prochain et les grandes lignes d'une convention de mise en marché avec les acheteurs. Donc, vous comprenez par ce fait qu'il n'y aura pas de vote ce soir. Il y aura par contre une période de questions uniquement reliée sur ce qui a été présenté ce soir. Alors, on vous demande d'être direct sur vos questions, directement reliées à la présentation. Pas de préambule. On vous demande d'être court et efficace pour pouvoir passer le plus de monde possible. Vous avez un maximum de 2 tours pour poser vos questions. L'ordre du jour aujourd'hui, je vais vous mettre ça à l'écran. Donc, alors, l'ordre du jour pour ce soir, nous avons d'abord l'ouverture de la rencontre et le mot de bienvenue par le président dans quelques minutes. Suivra la présentation du déroulement de la soirée. Nous avons numéro 3, présentation des résultats du sondage AGECO. Cette personne va arriver un petit peu plus tard dans la soirée, mais on va la glisser durant la présentation. Nous avons par la suite, au point 4, la présentation du projet de règlement sur l'agence de vente du bois de siège Sapin-Pinette des producteurs forestiers du sud du Québec, suivi en point 5 de la présentation des grandes lignes de la proposition de la Convention de mise en marché unique pour les acheteurs du produit de siège Sapin-Pinette au sud du Québec. Par la suite, on va vous expliquer quelles sont les prochaines étapes et on termine avec la levée de l'Assemblée qui est prévue pour les alentours de 21 h. Alors, nous allons débuter immédiatement la rencontre avec le mot de bienvenue. Donc, merci, M. Raymond. D'abord, j'aimerais, écoutez, on a une assemblée où il y a énormément de participants. Donc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à cette assemblée-là. D'après moi, c'est une assemblée d'une extrême importance qui va vous permettre de vous familiariser avec notre projet de règlement de mise en marché d'agence de vente. Et comme le disait M. Raymond tout à l'heure, c'est une assemblée d'information. Donc, et des commentaires et le débat, ils vont se faire dans 3 semaines, le 10 novembre. Entre-temps, vous pourrez toujours, je dirais, aller sur le site du syndicat si vous avez des commentaires ou des opinions sur le projet de mise en marché. Vous pouvez toujours les laisser sur le site du syndicat. On va se faire un plaisir d'en prendre note et d'en prendre connaissance. Sans plus tarder, et j'aimerais aussi vous dire, et je vais probablement vous le rappeler à la fin de la soirée, l'Assemblée du 10 novembre, elle est extrêmement importante. Donc, si par hasard vous ne l'aviez pas à votre agenda, ben, mettez-la tout de suite. C'est un incontournable le 10 novembre et je vous remercie d'avance d'y participer. Sans plus tarder, je vais céder la parole à celui que vous avez reconnu et qui sera le président de l'Assemblée ce soir, qui est M. David Raymond. Vas-y, David. Merci beaucoup. Alors, juste avant de passer au prochain point, vous rappelez l'importance de bien vous renommer. Donc, je ne vous demande pas d'ouvrir le micro, mais plutôt de vous renommer avec une procédure qui vous a été envoyée par courriel. Donc, il y a encore des numéros de téléphone. Si jamais, je le répète, vous avez besoin d'aide, il y avait aussi un numéro de téléphone disponible dans votre courriel. Vous pouvez communiquer avec ces gens-là qui vont vous aider à bien vous identifier. Alors, nous sommes rendus maintenant à la présentation du déroulement de la soirée, qui est le point 2. Donc, on va vous faire une présentation. Ensuite, suivra une période de questions. Il y aura 15 minutes pour le sondage de prévu pour la période de questions et 30 minutes pour le règlement de l'agence de vente et la convention de mise en marché. Possibilité de poser des questions dans la boîte de clavardage. Le nombre d'interventions, c'est 2 interventions lorsque nous aurons pris la parole de tout le monde. Et les ordres d'intervention, c'est le premier à demander la parole. Il y aura la possibilité de
évidemment, de poser sa question. Pour pouvoir lever la main, pour les gens qui sont moins habitués, vous avez en bas de votre écran le bouton réaction et vous aurez le bouton lever la main, ce qui vous permet de rentrer sur la file d'attente des gens qui souhaitent poser des questions. Ça va être placé en ordre de priorité et nous allons prendre 3 questions à la fois. Ensuite, nous y allons en réponse et on retourne en question, tout simplement. Alors, voilà pour la façon de procéder. Nous sommes donc rendus à la présentation du projet. La parole est donc à vous, monsieur. Oui. Vas-y. Bon, bien, d'entrée de jeu, j'aimerais souligner la présence de Mme Isabelle Charon de la firme AGECO et de Maître Louis Coallier, qui est notre conseiller juridique dans cette démarche-là. Je le tenais en tout cas, vous le souligner et les remercier de leur présence. Donc, ces personnes-là pourront nous assister aux besoins pour ce qui est de la réponse aux questions. Merci. Vas-y, Martin. Parfait, merci, M. Roy. Je vais partager l'écran. Donc, on fait. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que vous devriez voir. On partage l'écran. On peut se mettre en mode présentation, par exemple. Comme Parfait. ça? Oui. Parfait. Donc, si j'y vais, là, on a tout fait ça. On est rendu. Madame Isabelle Charon, elle n'est pas arrivée encore, mais pour ne pas retarder l'Assemblée, on va procéder au point 4, puis on fera un retour. Lorsque Mme Charon se joindra à nous, elle fera sa présentation sur le sondage. Et puis, on reviendra à ma présentation. Là. Donc, on s'excuse un peu du désagrément, mais ça va être comme ça là, pour pallier à ce petit problème. Donc, le point 4, c'est la présentation du projet de règlement sur l'agence de vente du bois de sciage Sapin-Épinette des producteurs forestiers du sud du Québec. Vous avez reçu, peut-être en entrée de jeu, vous avez reçu par la poste le projet complet au niveau du projet. Tous les points sont là. On va revenir là-dessus. Puis si vous avez des questions, évidemment, c'est la période pour les poser. Donc, au niveau du projet de règlement sur l'agence de vente du bois de sciage de Sapin-Épinette des producteurs forestiers, ça permet la négociation regroupée des conditions de vente. On va parler de volume, de prix, de qualité et de transport et qui va permettre aux producteurs d'envisager des ventes plus profitables en raison d'un effet de levier de l'ensemble du groupe. C'est un des objectifs. Puis d'une professionnalisation de la négociation. Donc, c'est ce qui est escompté. Il est plutôt ardu pour la grande majorité des propriétaires de connaître les marchés, considérant qu'ils commercialisent occasionnellement du bois. Donc, c'est l'objectif d'aller en négociation collective. Donc, afin de corriger cette situation, le syndicat soumettra au vote des délégués la possibilité de négocier collectivement les conditions de vente. On parle du prix, des catégories de bois et des qualités aux usines de bois de sciage de Sapin-Épinette. On parle du bois de sciage de Sapin-Épinette dans le projet seulement. Puis en deux, l'arrimage des prix du bois de sciage de Sapin-Épinette en fonction du prix du bois d'œuvre, dans un souci de partager les risques et les profits dans toute la filière. Donc, on sait que durant les 2 dernières années, il y a eu quand même des prix records au niveau du bois d'œuvre. Les producteurs n'ont pas profité vraiment là, de cette prospérité-là. Donc, nous, on veut vraiment qu'il y ait un arrimage du prix du bois, du bois rond à celui du bois de sciage Sapin-Épinette. En 3, le taux de transport du bois de sciage de Sapin-Épinette, mais aussi de tous les autres bois. Là. Donc, on voudrait simplifier aussi au niveau du taux de transport. En 4, on va procéder, on va procéder à l'établissement d'un volume anticipé de livraison aux acheteurs autorisés, basé sur un historique d'achat afin de sécuriser leur approvisionnement. On va le voir la mécanique plus loin. Puis si c'est jugé nécessaire, puis de façon très, très exceptionnelle, la redirection du bois vers un acheteur autorisé en manque d'approvisionnement aux frais de ce dernier. Donc, si jamais il y a une usine dans nos acheteurs qui manqueraient de bois de façon exceptionnelle, il pourra y avoir une redirection et puis on va voir les conditions un peu plus loin pour cette redirection. Mais j'insiste sur le caractère très exceptionnel de cette situation-là.
Donc, les avantages de la mise en marché collective pour la filière, bien, on l'a présenté souvent, mais on le représente ici. On parle d'une meilleure prévisibilité dans les approvisionnements et dans les ventes pour les producteurs, les approvisionnements des usines, puis les ventes des producteurs. Une plus grande constance dans la qualité des produits aussi. Donc, évidemment, dans la convention qu'on va parler plus loin, on va parler de la qualité des produits. Un meilleur partage du prix versé aux propriétaires, aux entrepreneurs, aux transporteurs forestiers. Un accroissement de l'efficacité de toute la filière. La mise en marché collective, ça permet de structurer une structure industrielle plus rentable, plus robuste et plus prévisible. Il y a plusieurs autres productions là, qui sont mises en marché collective. Puis on a vu, là, on n'a qu'à penser à la sériculture, on a vu des gains là, au niveau de toute la structure industrielle. On veut favoriser un environnement propice à l'investissement. Les producteurs, que les producteurs aient des sous pour aménager leurs forêts, les entrepreneurs puissent investir dans des équipements performants, les transporteurs renouveler leur flotte de camions, les scieries planifier leur modernisation. Dans les éléments généraux, le projet prévoit un nouveau règlement sur l'agence de vente du siège sapin-épinette des producteurs forestiers du sud du Québec qui va prévoir un canal unique et équitable pour la mise en marché du bois de siège sapin-épinette. Ce règlement-là va être sujet au vote là, le 10 novembre prochain. Le changement réglementaire, si évidemment est approuvé par les délégués des propriétaires forestiers, permettra aux syndicats d'être l'agent exclusif de négociation pour le siège sapin-épinette pour établir le rapport de force sur le marché. Donc, en ayant des volumes plus consistants, il y a un meilleur rapport de force qui se dessine. De diviser les bois en catégories de produits selon la longueur de ces billes et, le cas échéant, leur diamètre moyen ou leur diamètre à l'une ou l'autre extrémité afin d'uniformiser les catégories de produits et de qualité qui seraient vendus à tous les acheteurs. De payer un coût de transport uniforme aussi à tous les propriétaires forestiers d'une même municipalité vers une même usine et après entente, évidemment, avec les transporteurs. Donc, ça serait sujet à une entente, une convention de transport avec les transporteurs. Dans certains cas particuliers, puis tout de même de permettre aux producteurs et groupes et entrepreneurs plus organisés de payer leurs propres frais de transport à leurs transporteurs. Dans le fond, il y a des gens et des groupes qui sont déjà organisés pour faire le paiement de leurs transporteurs. Donc, à la demande de ces groupes-là, de ces gens-là, ils vont pouvoir payer leurs propres frais de transport. C'est prévu dans notre projet. Le changement réglementaire va permettre aussi de s'assurer que chacune des usines qui achètent du bois sur le territoire puisse compter sur des volumes anticipés minimum afin d'assurer un approvisionnement permettant d'éviter toute fermeture ou de minimiser l'obligation d'aller chercher son bois à l'extérieur du territoire. Donc, l'objectif de donner des volumes anticipés minimum aux acheteurs, c'est de leur garantir un approvisionnement stable dans le temps. Le changement réglementaire va permettre aussi d'accréditer des agents de mise en marché pour les produits destinés à l'exportation et qui devront respecter les prix de la convention de mise en marché pour chacun des produits achetés. Donc, on a déjà des agents de mise en marché pour les produits destinés à l'exportation actuellement. Ça va continuer comme ça. Puis, mais par contre, les prix des catégories de bois à l'exportation seraient sujets à la convention. Si vous voulez consulter le projet de règlement sur l'agence de vente du siège sapin-épinette des producteurs forestiers, là, il est sur le site Internet à l'adresse suivante. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez pouvoir retrouver l'intégrale du règlement ou dans l'Arbre Plus, le volume 35, numéro 4, de septembre à novembre 2022. Vous l'avez à la page 7. Ce n'est pas un règlement qui est très long. Il y a 14 articles. Là, vous pouvez en prendre connaissance. Je n'en ferai pas la lecture là, ce soir pour que ça soit trop long. On va le faire à l'Assemblée générale extraordinaire.
mais tout est là, s'il y a des gens qui veulent vraiment prendre le temps de lire chacun des articles. Tout est là pour pouvoir en prendre connaissance. Est-ce que Mme Charon est arrivée? Je ne crois pas encore. David, est-ce que vous avez des nouvelles? Je pense que Mme Charon n'est pas arrivée encore. Donc, je pourrais peut-être poursuivre avec le point 5, dans le fond. Puis, on va continuer. Non, Martin n'est pas encore arrivé. OK, merci. De rien. Parfait. Je vais continuer avec la présentation du point 5 pour ne pas retarder la rencontre. Donc, la présentation des grandes lignes de la proposition de convention de mise en marché unique pour les acheteurs du produit de siège à Sapin-Pinette au sud du Québec. J'ai parlé tantôt du changement réglementaire qui va être approuvé en Assemblée générale le 10 novembre. Va être associé à ça une convention de mise en marché. Vous savez que ça fonctionne comme ça dans le système des plans conjoints. On a un règlement qui gère, qui réglemente un peu ce que le syndicat peut faire. Puis ensuite de ça, bien, avec les acheteurs, c'est des conventions de mise en marché qui sont signées. Donc, ça serait une convention de mise en marché unique, vraiment pour tous les acheteurs du produit du siège Sapin-Pinette. Dans les éléments généraux, j'en ai parlé, c'est une seule et unique convention mise en marché, négociée avec tous les acheteurs simultanément. Donc, on va inviter tous les acheteurs à venir négocier avec nous. Tous les acheteurs s'approvisionnant en bois de siège de Sapin-Pinette sur le territoire. Donc, ça va comprendre la négociation et la mécanique d'application entre le syndicat et les acheteurs autorisés, incluant tous les détails contractuels entre le syndicat et les acheteurs autorisés. C'est important de le préciser, la convention de mise en marché négociée avec les acheteurs, et c'est une convention qui va être négociée. Donc, ce qu'on vous présente ici ce soir, c'est les principes sur lesquels on veut s'asseoir avec nos acheteurs pour négocier. Donc, c'est sujet à négociation, mais on vous présente l'entièreté du projet autant le règlement que les grands principes de la Convention pour que vous compreniez là, tout le système au complet. Donc, dans cette convention unique de mise en marché négociée avec tous les acheteurs, il va y avoir des catégories et des qualités de bois de siège Sapin-Pinette. Achetés sur le territoire du plan conjoint, toutes les catégories et qualités de bois vont être décrites à la Convention. Donc, dans les catégories de bois, il va y avoir les longueurs, les diamètres, les qualités. Puis, donc, exemple, là, il pourrait y avoir du 8 pieds 4, de 5 pouces et plus, de 6 pouces et plus. Là, je donne un exemple. Là. Donc, il va y avoir chacune des catégories de bois qui va être inscrite à la convention unique de mise en marché. On va avoir aussi des prix négociés selon les catégories de bois de chacune des catégories de bois de CH Sapin-Pinette qui vont évoluer en fonction du prix du bois d'œuvre, comme on a dit tantôt pour le règlement, là, afin de favoriser un partage équitable entre les acheteurs autorisés et les producteurs forestiers. Donc, ça, c'est vraiment là, la volonté là, d'aller attacher nos prix de bois rond avec le prix des bois d'œuvre. Il pourrait y avoir d'autres considérations que uniquement le prix du bois d'œuvre, les sous-produits, tout ça, mais ça va faire partie de la négociation avec les acheteurs. On va s'assurer d'une souplesse pour respecter autant que se faire le peut les modèles d'affaires de toute la filière forestière du sud du Québec. Donc, nous, on veut essayer de respecter là, les gens qui sont déjà dans la filière. Donc, on va essayer là, notre présentation, dans le fond, on veut respecter les modèles d'affaires. On veut lier tous les acheteurs et les producteurs dans le sud du Québec. Aucun acheteur ne pourra acheter sur le territoire sans être couvert par la Convention. Puis ça, ben, il faut spécifier que c'est déjà la loi, en fait. Il n'y a aucun acheteur de siège, Sapin-Pinette ou de peu importe, de produits de bois des producteurs qui n'a pas de convention de mise en marché. Les scieurs de Sapin-Pinette actuellement ont des conventions de mise en marché. La nouvelle convention négociée viendrait remplacer les anciennes conventions lorsque la négociation serait terminée.
que le produit soit mis en marché auprès des acheteurs autorisés exclusivement par le syndicat, conformément à la convention et au règlement. Donc, quand on lit le règlement et la convention, ça va ensemble, puis les bois passent exclusivement par le syndicat. De maintenir l'équité entre les producteurs et les acheteurs autorisés, c'est un des objectifs de notre convention. On recherche l'équité. On va voir dans le sondage que c'est une des valeurs importantes qui a été dénotée par les producteurs sondés, donc l'équité entre producteurs. Donc, on va venir, la convention va permettre l'équité entre tous les producteurs et les acheteurs. De développer, le cas échéant, des modalités de mise en marché du produit qui reflètent les conditions du marché du produit et l'intérêt de l'industrie du boîtillage dans son ensemble. Donc, c'est vraiment de développer des modalités de mise en marché qui reflètent les conditions du marché. Donc, on veut que ça soit quelque chose qui soit flexible pour refléter les conditions. De maintenir et développer le cas échéant la relation entre les acheteurs autorisés et les producteurs. Donc, évidemment, il y a un besoin d'avoir une relation entre les acheteurs et les producteurs. Je dirais, nous, on n'interviendra pas au niveau des cédules de livraison. On va intervenir au niveau des négociations du prix et des catégories de bois. Mais les cédules de livraison, bien, il va y avoir besoin que la relation entre les acheteurs et les producteurs soit maintenue à ce moment-là. On va s'assurer aussi de mettre en marché un produit de la plus haute qualité et uniforme selon les catégories déterminées. Quand on parle de qualité uniforme, on veut aussi parler du mesurage. On veut uniformiser le mesurage. Puis qu'on veut que d'une usine à l'autre, les qualités soient bien déterminées. Donc, pour qu'un producteur sache qu'une catégorie de bois donnée, ce que donne un industriel par rapport à un autre. Donc, ça, pour nous, c'est important. Donc, il va avoir le même prix pour une même qualité de bois partout sur le territoire, le prix à l'usine. Dans la convention, on reconnaîtrait l'apport et l'importance des entrepreneurs forestiers, des conseillers forestiers, des firmes d'ingénieurs, des groupements forestiers dans la filière forestière. Ça va faire partie de la convention de mise en marché. Donc, ça va être inscrit dans la convention, l'importance de ces acteurs-là qui sont très importants pour que toute la filière puisse bien aller là-dessus. On va convenir par négociation avec les acheteurs de la durée et du renouvellement de la convention de mise en marché. On a la question combien de temps que la convention va durer. Bien, ça va être le fruit de la négociation avec nos acheteurs. Donc, il va falloir qu'on s'assoie avec eux pour déterminer la durée de la convention et le renouvellement, comment que ça va se faire. Les acheteurs autorisés comprennent et acceptent que le syndicat ne puisse garantir les approvisionnements des acheteurs autorisés car il ne peut forcer les producteurs à récolter le produit. Au niveau du syndicat, on ne peut pas forcer les producteurs à récolter le produit. Donc, on ne peut pas garantir les approvisionnements avec des garanties d'approvisionnement. Et on va leur garantir un volume anticipé avec l'historique. On va le voir plus loin. Le syndicat s'engage à prendre des mesures raisonnables pour vendre à chaque acheteur autorisé 80 % de la moyenne des volumes achetés au cours des 3 dernières années, qui représentera son volume anticipé. Donc, chacune des usines va avoir, au début d'une année, un volume anticipé de 80 % de sa moyenne des 3 dernières années. Donc, il y a un 20 % qui est flottant, là, qui pourrait aller d'une usine à l'autre. Mais dans le fond, on a une base sur laquelle l'acheteur peut compter. C'est le 80 % de la moyenne des volumes achetés des 3 dernières années. Que néanmoins, le syndicat convienne de mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour vendre aux acheteurs autorisés au moins 80 % de leur volume de référence. Tant que le volume anticipé n'aura pas été atteint chez un acheteur autorisé donné, il sera loisible pour un producteur et cet acheteur autorisé de convenir de la livraison auprès de cet acheteur d'une quantité donnée de ce produit. Donc,
Tant que le 80% là, ou le 100% n'est pas atteint, les producteurs et les acheteurs conviennent ensemble de la livraison. Ce n'est pas le syndicat le syndicat ne fait aucune direction des bois. Advenant que pour un acheteur autorisé donné, ce dernier atteigne son volume anticipé et que d'autres acheteurs autorisés désireux de se procurer du produit immédiatement n'aient pas atteint 80% de leur volume anticipé, le syndicat peut exceptionnellement exiger du producteur qu'il redirige ses livraisons de produits auprès de tel acheteur autorisé. Donc, on parle aussi de quelque chose d'exceptionnel. On a fait des simulations avec les 3 dernières années, on le présentera le 10, mais il n'y a pas de volume à rediriger. C'est d'une façon, je dirais, exceptionnelle. Dans un tel cas, l'acheteur autorisé bénéficiant de cette livraison visée par le paragraphe précédent doit assumer les frais supplémentaires de transport s'il y a lieu, s'il veut bénéficier de cette livraison, ce qui permet pour le producteur d'obtenir le meilleur prix, d'obtenir, c'est-à-dire le même prix que s'il est livré à son acheteur régulier. Exemple, on demande à un producteur de rediriger son bois vers un autre acheteur, ça coûte plus cher de transport. Donc, l'acheteur qui bénéficie de ce volume-là va devoir payer la différence du prix de transport. Donc, le producteur va se retrouver à payer, à recevoir le même prix bord de chemin que s'il l'avait envoyé à son acheteur régulier. Notez bien que si la demande de redirection provient d'un acheteur qui a atteint son volume anticipé et qui veut des volumes supplémentaires, c'est-à-dire un acheteur a atteint 100% du volume, là, que les autres acheteurs ont atteint leur volume anticipé, alors les frais seront à la charge de ce dernier pour couvrir les frais de transport supplémentaires s'il y a lieu. Donc, si un acheteur voudrait acheter des volumes supplémentaires à ce qu'il aurait droit, il pourrait le faire s'il paye les frais de transport pour que le producteur ait le même prix que s'il l'envoyait. Les frais additionnels que s'il l'avait envoyé à son acheteur régulier. Que le règlement du Fonds de défense et protection des marchés soit modifié pour permettre au syndicat, au besoin, de payer les frais de transport supplémentaires encourus par un producteur seulement et seulement si le syndicat souhaite rediriger lui-même des bois vers un acheteur autorisé qui n'en aurait pas fait la demande, si le syndicat le juge nécessaire pour conserver un marché. Pour arriver que le syndicat désire rediriger des bois, payer les frais de transport supplémentaires à un producteur pour pas qu'il y ait de perte de revenus au producteur. Mais on le prendrait à ce moment-là dans le fonds de défense et de protection des marchés. Et puis probablement que le fonds là, va changer de nom parce qu'on va l'utiliser pour le transport. Au besoin, comme je disais. Important, la redirection des bois demeurera un mécanisme exceptionnel, rarissime, et attendez, ça sera bon. La redirection des bois demeurera un mécanisme exceptionnel, rarissime, et en cherchant toujours la coopération et la complicité des producteurs afin de protéger nos acheteurs. Donc, c'est bien important, là, on va chercher la coopération et la complicité des producteurs lorsqu'on va avoir de la redirection. L'objectif, ce n'est pas de forcer les producteurs à rediriger, c'est d'avoir la complicité pour que si jamais il y a un acheteur qui est en problème d'approvisionnement, qu'il puisse obtenir des volumes pour pas qu'il y ait de fermeture de corps de travail ou des fermetures d'usines. Donc, on veut être capable d'aider cet acheteur-là à s'approvisionner. Que toutes les billes de sciage de sapin épinette soient coupées selon les longueurs convenues entre le syndicat et les acheteurs autorisés. Chaque longueur et qualité constitue une catégorie distincte de bois, puis ça serait tout détaillé dans la convention unique. On va aussi chercher l'uniformisation de la méthode de mesurage pour tous. Donc, ce qu'on avait ciblé, c'était un mesurage à la corde pour les bois tronçonnés, donc autant pour le bois court que le bois long, là. Et puis à la tonne métrique verte pour les bois en longueur, donc ce qu'on appelle le laisser-porter ou les bois en longueur, là.
Donc, ça serait à la tonne métrique verte. Il y a peu d'acheteurs qui achètent du bois en longueur, mais il y en a quelques-uns, donc on veut pouvoir continuer à leur vendre selon cette méthode-là. La convention unique permettrait aussi de négocier les prix des diverses catégories de qualité de produits de siège à pain épinette pour l'ensemble des acheteurs autorisés. Donc, tous les acheteurs auraient un prix usine identique pour une même catégorie de qualité de produits. En cas de litige, de grief, de réclamation, de différends ayant trait à l'interprétation ou l'application de la convention entre un ou des producteurs et le syndicat, ou entre un ou des acheteurs et le syndicat, ou entre un ou des producteurs et un ou des acheteurs, lorsque non réglé et exclusivement, lorsque c'est non réglé, ça serait exclusivement résolu par arbitrage devant la régie. Donc, on prévoirait ce mécanisme-là dans notre convention. S'il y a un litige entre tous ces intervenants-là ou un de ceux-là, bien, ça serait réglé par arbitrage. La convention de mise en marché devrait être négociée avec les acheteurs et le syndicat. S'il n'y a pas d'entente, ça c'est important parce qu'on nous fait poser souvent la question, s'il n'y a pas d'entente avec les acheteurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une séance publique d'arbitrage. Une séance publique d'arbitrage est tenue par la régie et une décision sera ensuite rendue et les parties seront liées par cette décision. Donc, si les acheteurs ou le syndicat ne s'entend pas sur la convention, c'est arbitré par la régie à ce moment-là. C'est la loi. C'est la loi. Le transport des boîtillages. Le transport des boîtillages, de tous les boîtillages. Donc, la gestion du transport de tous les boîtillages est conditionnelle à la négociation d'une convention de transport avec les transporteurs. Donc, on est en discussion avec eux là, pour voir cette possibilité-là. Les clauses concernant la gestion du paiement et des taux du transport ne s'appliqueraient pas tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été convenues, soit par négociation, soit par arbitrage à la régie. Donc, le transport va embarquer au niveau du siège au moment où est-ce qu'on aura une convention avec les transporteurs. Des choses qu'on veut mettre au clair parce qu'on entend bien les choses là, sur le projet, fait qu'on veut vraiment là, le présenter puis dire ce que c'est et ce que ça n'est pas. Okay? Donc, l'agence de vente dans le siège résineux Sapin-Épinette au sud du Québec ne comprend pas de contingent, pas de quota pour les producteurs pour le bois de siège Sapin-Épinette. OK, ça, c'est clair. On le répète, on le fait plusieurs fois qu'on le dit, puis on continue à le dire. Il n'y a pas de contingent et de quotas qui sont prévus pour le siège. Pas la fermeture des usines ou pas la mise en danger des modèles d'affaires des scieries du territoire. Nous, on veut pas, nous, on n'a pas l'intention de mettre en péril nos acheteurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut négocier avec eux, qu'ils fassent partie de la négociation. Donc, c'est ça. Ce n'est pas nos intentions de faire des fermetures d'usines ou de mettre en danger ces gens-là. Pas de changement notable des approvisionnements actuels des usines de siège de Sapin-Épinette. Je dirais que dans la majorité des cas, c'est la situation géographique qui décide souvent de la destination des bois. Ça va être essentiellement la même chose. Donc, il n'y a pas de changement notable d'approvisionnement. Si vous êtes habitué d'aller chez un acheteur, vous allez chez cet acheteur-là. C'est vous qui décidez où vous dirigez votre bois. Pas de prix différent entre les propriétaires forestiers qui ont produit une qualité égale livrée pendant une période donnée. Ça, c'est une des volontés des producteurs, que les propriétaires forestiers qui ont produit de la qualité égale soient livrés, soit aient des prix identiques. Donc, pas de prix différent. Pas de direction des bois, sauf, on l'a dit tantôt, quelques cas exceptionnels advenant qu'une usine soit en manque flagrant de bois et qu'elle en fait la demande au syndicat. Si elle n'en fait pas la demande au syndicat, nous, on n'intervient pas. Et pour éviter sa fermeture par manque d'approvisionnement ou qu'une usine ne soit pas approvisionnée suffisamment par manque de dynamisme des propriétaires forestiers qui la fournissent habituellement. Ça peut arriver. Il peut arriver qu'il y ait un secteur qui, une année, ne fournit pas beaucoup de bois pour une usine. Bien, à ce moment-là, il y aurait une redirection avec la complicité toujours des producteurs.
Donc, ça reste des cas exceptionnels, rarissimes. La collaboration des producteurs sera demandée pour soutenir l'approvisionnement de cette usine. Et il n'y aura pas de coût supplémentaire de mesurage pour le syndicat, puisqu'il y aura uniformisation du mesurage par l'ensemble des acheteurs. Donc, voici ce que ne comprend pas le projet. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, en résumé, puis il va pour le projet de l'Agence de vente du boîtier Chapin-Finette dans le sud du Québec. Si je répète là, un peu les choses, qu'est-ce que ça comprend? Donc, à qualité égale, un prix égal pour tous, la mise en place d'une agence de vente, une convention de mise en marché unique pour les acheteurs du territoire, une négociation des taux de transport pour tout le boîtillage, une flexibilité pour les producteurs plus organisés, donc on en a parlé. Puis, si vous voulez en apprendre plus, bien, on vous invite là, vraiment d'aller consulter notre site Internet. On a plusieurs pages sur la mise en marché collective. Vous allez voir une section dans notre site Internet qui est consacrée à la mise en marché collective. Vous avez toutes les informations de ce qu'on vient de dire là. Et, ça vous permet de vous informer. Ce que ne comprend pas le projet, on le répète, pas de quota, pas de contingent de production pour le siège Chapin-Épinette. Okay? Il n'y a pas de péréquation des coûts de transport de bois. Donc, ce n'est pas comme dans la pâte. Les producteurs n'ont pas le même prix au chemin, ils ont le même prix à l'usine. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Donc, il n'y a pas de partage des prix de transport entre les producteurs. Il n'y a pas de perte non plus du lien entre le producteur et l'acheteur. À part sur on parle de la négociation. Donc, au niveau du prix, là, la négociation va se faire avec le syndicat, mais il n'y a pas d'autre. Il y a encore le lien producteur-acheteur. La direction des bois par le syndicat, sauf pour les exceptions qu'on a vues tantôt, si vraiment une usine est en manque flagrant de bois, puis qui en fait la demande. Donc là, il y aurait redirection avec toujours la complicité des producteurs. Il n'y aurait pas de coût supplémentaire pour le mesurage pour le syndicat au niveau du terrain. Il va y avoir des vérifications là, pour uniformiser au début, mais on a les ressources là, pour faire cette vérification-là. Donc, il n'y aurait pas de coût supplémentaire à ce niveau-là. Il n'y a pas de changement d'approvisionnement des usines actuelles. Donc, ça, on en a parlé tantôt. Pas de fermeture de mise en danger d'usines non plus. Pas de favoritisme pour les conseillers forestiers ou les groupements forestiers. Ça, c'est des choses qu'on a vu circuler. Tout le monde va être sur le même pied. Tous les producteurs vont être sur le même pied là-dessus. Pas d'obligation de faire affaire avec un conseiller forestier ou un groupement forestier. Ce n'est pas compris dans le projet. Ça, on le dit parce qu'on l'a entendu, puis il y a des gens qui prétendent qu'il y a des choses comme ça qui vont se faire. Mais nous, on le répète, là, il n'y a aucune obligation de faire affaire avec un conseiller, un groupement forestier, un ingénieur forestier dans le projet. Fait que ce tableau-là, en bref, il va être sur notre site Internet aussi, si vous voulez le consulter. Puis les informations vont tous être là. Je crois que Mme Isabelle Charon est arrivée. La personne est arrivée, Martin. OK. Donc ce qu'on avait prévu, c'était de permettre à cette dame de faire la présentation. Donc, je vous ramène tout le monde à l'ordre du jour au point 3. Vous vous souvenez, on l'avait reporté là, puisque la personne n'était pas arrivée. Mais gardez en tête vos questions. Nous allons passer au point 3. Donc, il y aura une présentation du résultat du sondage AGECO et des groupes de discussion. Suivra par la suite des périodes de questions en lien avec cette présentation-là pour revenir par la suite aux questions suite à la présentation de Martin. Donc, je laisse la parole à la personne du groupe AGECO. Martin, il faudrait mettre Mme Charon co-host, s'il te plaît. J'en profite pour rappeler qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas bien identifiées, particulièrement les iPads. Donc, nous avons iPad 2, 3, iPad de Jean, iPad de Michel. Si c'est possible de vous renommer, s'il vous plaît, je vous ai envoyé un texte, là, mais alors, si vous avez besoin d'un coup de pouce, là, il y a des gens qui sont disponibles pour vous aider. Est-ce
que la dame de la firme AGECO est disponible? Oui, je viens de la trouver. Je vais la nommer là, co-host là, pour pouvoir faire le partage de son... Voilà, je crois que ça va fonctionner. Oui, on le voit là. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Merci là, d'avoir réaménagé votre horaire pour me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je comprends là, que ça bouscule peut-être votre ordre du jour, là, mais j'apprécie là, votre flexibilité. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Puis, probablement, j'ai pu entendre un peu M. Larrivée présenter juste avant moi, donc probablement que ça fera écho à certaines choses. Alors, je vais mettre en grand format. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la présentation? Donc, bonjour, je suis Isabelle Charron, présidente directrice générale du groupe AGECO. Donc, on est un cabinet conseil spécialisé en économie agroalimentaire. On est là depuis plus de 20 ans maintenant et on a fait plusieurs projets, là, notamment dans le secteur du bois au sujet de la mise en place d'outils collectifs. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter de manière très brève les résultats d'une consultation là, qui nous avait été confiée au printemps dernier puis qu'on a menée au cours de l'été. Donc, quel était ce mandat confié? C'était de documenter l'opinion des propriétaires forestiers au sujet d'une éventuelle mise en marché collective du bois de sillage sapin-épinette. Donc, de bien documenter les craintes, les attentes, les besoins, les facteurs de succès s'il y avait implantation, mais surtout le degré d'accord avec certaines propositions. Surtout, ça nous était confié à nous parce qu'on est une tierce partie objective, donc on devait mener une consultation dans les règles de l'art, avoir un regard neutre et objectif. Et c'est ce qu'on a fait avec une méthodologie là, dont je vais vous présenter brièvement l'approche. Donc, on avait une consultation là, vraiment à 360 degrés avec deux approches principales. Donc, on avait d'abord un sondage postal. Pourquoi? Mais parce que ça permet de faire une consultation élargie, de quantifier des résultats, mais surtout d'avoir une représentativité statistique. Je vais y revenir dans quelques instants. Et c'était 100% géré par notre équipe à nous pour contrôler l'envoi des questionnaires et tout ça. Donc, au total, il y a 1800 propriétaires forestiers qui ont été sollicités par la Poste. Pourquoi 1800? En fait, c'est qu'on a établi ce nombre-là selon ce qu'on appelle un échantillon aléatoire, simple, stratifié. Donc, c'est des mots un peu concepts, là, mais qui vous indiquent qu'au plan de la représentativité statistique, ce nombre-là permettait vraiment de comprendre la réalité, de bien documenter la réalité des 14 quelques mille propriétaires forestiers de votre territoire. Ça peut paraître un petit nombre, des fois c'est difficile à comprendre, mais c'est la puissance des statistiques. Donc, pourquoi stratifier? C'était par rapport à vos six territoires. Et quand on dit aléatoire simple, ça veut dire que chaque propriétaire là, avait autant de chances, entre guillemets, là, d'être pigé au hasard que n'importe lequel. Donc, c'est un sondage qui s'est déroulé du 12 mai au 3 juin. Donc, probablement que certains parmi vous là, qui êtes là ce soir avaient reçu une enveloppe et y avaient répondu. Pour s'assurer de la confidentialité, l'enveloppe de retour là, a été affranchie au nom à adresse d'AGECO. On a reçu 465 questionnaires complétés, donc ça allait au-delà de notre cible qui était de 375. Donc, c'est un taux de réponse là, en moyenne, là, tout secteur, tout territoire confondu, de 26%. Et si vous êtes familier là, avec des références statistiques, des fois on entend ça dans les sondages là, de léger ou autre. C'est un sondage là, qui permettait une marge d'erreur de 4,5% avec un niveau de confiance de 95%. Fait que ça veut dire que si on a, par exemple, 60% des gens qui nous ont dit être en accord avec telle proposition, ça veut dire que dans 95% des situations, si on reproduisait la même démarche, on atteindrait exactement le même résultat avec un 4,5% de plus ou de moins. Donc, ce sont des résultats là, à un niveau statistique très élevé. Fait que ça, c'est pour le sondage postal. On avait aussi des groupes de discussion. Pourquoi? Bien, parce que dans un sondage, on ne jase pas. Hein. Vous remplissez le questionnaire tout seul, vous le mettez dans une enveloppe, puis on comptabilise les réponses. Les groupes de discussion, ça permet d'approfondir des sujets,
de comprendre, d'avoir des interactions. Peut-être que parmi vous, ce soir, certains ont participé. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée aussi parce que les participants, entre eux, entendent leurs réflexions et peuvent réagir. Donc, on a fait 6 groupes en tout parce qu'on voulait vraiment couvrir différents secteurs, les différents territoires, en fait, parce qu'il y a des réalités différentes. Il y avait un anonymat de participation. On a fait en format virtuel, on a fait des groupes le soir, le matin, là, pour vraiment que ce soit plus facile pour participer. On a fait plus de 1360 téléphones pour recruter nos participants. Et au total, là, on a à peu près 35 propriétaires forestiers qui ont participé. Donc, tout ça, ça nous a donné une information là, qui venait permettre des fois de nuancer ou de comprendre des résultats statistiques. Là, je poursuis. Puis, si je ne vois pas s'il y a des mains levées, mais vous pourrez poser les questions à la fin. Donc, les faits saillants de cette étude, je vais vous montrer en morceaux, là, parce que la plupart des figures que vous allez avoir vont se ressembler. Donc, le premier résultat que je vais vous montrer, c'est qu'on demandait aux propriétaires s'ils étaient d'accord pour que le syndicat négocie le prix pour le boîtillage, négocie le prix du transport pour le boîtillage de tout type, effectue une péréquation des coûts de transport et publie les prix payés par les propriétaires forestiers. Donc, je vais vous montrer ces premiers résultats-là et on va toujours avoir la même échelle de gradation pour les résultats. Donc, quand c'est vert, c'est positif, les gens étaient d'accord. Donc, totalement d'accord si c'est vert foncé, plutôt d'accord un petit peu plus pâle. Quand vous allez voir là, des couleurs plus dans le gris ou dans le noir, les gens étaient plutôt en désaccord et parfois les gens n'ont pas répondu. Donc, cette échelle de couleurs là, va revenir systématiquement. Donc, je vous fais apparaître les résultats pour les 4 propositions là, premières qui étaient posées aux gens. Donc, vous voyez là, que le vert domine, là, le niveau d'accord moyen pour ces 4 propositions-là va au-delà de 60 %. Puis si on parle là, du premier bâtonnet concernant la négociation du prix pour le boîtillage à pin-épinette, là, ça va au-delà de 85 % du degré d'accord des gens là, pour confier cette tâche au syndicat. Je poursuis. Donc, ce qu'on constate, c'est que le sondage montre une adhésion qui est globalement forte envers le projet de mise en marché collective. Et ce qu'on a constaté, là, les statistiques nous permettaient de regarder, est-ce qu'il y a des différences selon que le propriétaire soit en place depuis plus ou moins un grand nombre d'années, selon la taille de l'exploitation, selon le secteur géographique. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de différence significative selon ces différents critères-là. Le seul endroit où on a vu une petite différence, c'est pour les plus jeunes propriétaires. Donc, plus jeunes ici, c'est les moins de 35 ans, qui avaient un intérêt peut-être un petit peu plus modéré que les plus âgés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, dans la population générale, là, les moins de 35 ans sont peu nombreux. C'est à peu près 3 % de la population totale de propriétaires forestiers. Mais c'est quand même donc important de tenir compte de cette opinion-là un petit peu plus mitigée parce qu'on peut penser que dans le futur, au fur et à mesure qu'il y aura des propriétaires plus âgés qui vont quitter, les plus jeunes là, vont être présents. Mais sinon, pas de différence, là, peu importe la taille ou le secteur géographique. Maintenant, je vais vous amener un peu plus précisément sur des profils de répondants. Et évidemment, parfois, ça peut teinter le genre de réponse que les répondants nous donnaient. Donc, par rapport au mode de commercialisation des bio par les répondants qui ont répondu, vous voyez à gauche, là, on demandait quelle est votre situation en ce moment lorsque vous vendez. À peu près la moitié s'occupent eux-mêmes de la vente de leur bio. Et de manière un petit peu plus moins nombreuse, moins de 20 %, c'est confié aux transporteurs, confié à un entrepreneur ou un ingénieur forestier ou un regroupement forestier. Ensuite de ça, on demandait le nouveau graphique que je viens de vous afficher. Quel énoncé décrivait le plus votre situation par rapport à comment ça se passe là, au moment de faire transporter le boîtillage. Donc, on voit que les 2 bâtonnets là, qui se détachent, là, le deuxième et le troisième, à peu près un tiers, c'est le transformateur qui vous informe du prix du transport avant la livraison, ou bien vous avez un entrepreneur, un conseiller ou un groupement forestier là, qui négocie pour vous. Donc, plusieurs des répondants
confiait finalement cette tâche-là en ce moment à quelqu'un d'autre. Finalement, une question par rapport toujours au transport. On vous demandait, est-ce que vous êtes généralement satisfait du coût pour le transport de votre boîtillage de tout type? Donc, on voit en vert, c'est les gens qui étaient généralement satisfaits, donc dominant là, à 83 %. Donc, un taux quand même très élevé par rapport au coût de transport. Puis, les groupes de discussion permettaient de comprendre qu'il y avait une compréhension aussi des réalités pas toujours évidentes des transporteurs avec les coûts d'essence, etc., etc. Je poursuis. On voulait comprendre les défis et les enjeux de commercialisation du bois récolté par rapport à certains formats et par rapport à la compréhension de la mesure. Donc, vous voyez les deux figures, en haut à gauche vous montrent par rapport à deux formats. Donc, le premier bâtonnet en haut, c'est les plus courts, le 8, 9, 10 pieds. Donc, est-ce que il y avait une facilité à vendre ces formats-là? Bien, à peu près 70 % au cours des 5 dernières années ont dit « ouais, c'est bon ». Et il y avait par contre une plus grande facilité là, pour le format là, de 12 à 16 pieds. 85 % des gens disaient « oui, ça se passe plutôt bien pour ce format-là ». Pour ceux qui par contre, répondaient « c'est plutôt difficile » ou « très difficile », on vous demandait pourquoi. Donc, on voit dans les réponses ici, là, ce qui ressort de manière générale, c'est que la cour de l'usine était pleine, donc il n'y avait carrément pas de place ou pas de demande, ou en tout cas, c'est ce que l'usine disait, et une longue attente pour le transport. Finalement, on parle de format, mais on demandait est-ce que vous comprenez bien la manière dont le bois est mesuré par les usines de sciage Sapin-Épinette. Donc, on voit qu'en vert, là, il y a à peu près 50 % des gens qui disaient ouais, je comprends bien. Mais quand même, presque une autre moitié qui disait là, ne pas toujours comprendre la façon dont ça fonctionnait. Donc, c'est une des propositions là, justement qui est faite par votre syndicat, là, de venir expliquer davantage là, comment ça se passe, d'apporter un peu de transparence. D'ailleurs, c'est une question qu'on vous posait, l'importance que vous accordez à la transparence et à l'uniformité des pratiques d'affaires. Donc, vous allez voir, là, les graphiques que je vous affiche, il y avait un fort consensus. Donc, le premier bâtonnet à gauche, est-ce que pour vous, là, c'est important que toutes les usines utilisent la même mesure pour que vous puissiez comparer les prix offerts. Donc, on voit là, en vert là, très fortement qu'il y avait un niveau d'accord élevé. Puis, est-ce qu'il devrait y avoir un consensus entre les usines là, pour uniformiser la manière de mesurer le boîtillage? Bien, encore là, oui, c'est facilitant, c'est éclairant, il y a moins de confusion. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui était très clair là, dans le sondage. Ensuite de ça, là, on quitte le transport, on va plus vers le prix du bois. On vous a posé des questions sur les défis et les enjeux par rapport à la prise d'information puis à la satisfaction sur le prix du bois que vous avez reçu. Donc, vous avez à gauche, on vous posait depuis les 5 dernières années, la facilité que vous aviez à connaître le prix du boîtillage. Donc, on voit encore la proportion en vert, là, une bonne moitié là, des répondants ont dit « ouais, ça allait, c'était plutôt facile », mais presque une portion équivalente là, avait un peu plus de difficulté à le comprendre. Puis à droite, vous avez le taux de satisfaction du prix du boîtillage Sapin-Épinette. Donc, on voit là qu'on n'est même pas à 30 % de gens ici qui disaient être satisfaits du prix reçu. Donc, on voit par rapport au prix du transport, tout à l'heure que je montrais, là, le prix que vous payez pour le transport, vous étiez plutôt satisfait, alors que par rapport au prix du bois, le prix reçu, là, le niveau d'insatisfaction est supérieur là, dans les réponses que vous nous avez données. Je poursuis. Ce que le sondage a révélé, c'est que vous aviez montré une forte adhésion par rapport à des grands principes d'égalité. Donc, un principe de prix égal pour tous à qualité égale. Donc, vous avez le premier graphique à gauche, on vous demandait est-ce que tous les propriétaires de votre région devraient recevoir le même prix pour le boîtillage à qualité équivalente. Donc, vous voyez le vert là, qui est dominant là, à plus de 80 %. Et à droite, est-ce qu'un entrepreneur et un propriétaire forestier devraient recevoir le même prix pour une même qualité? Mais encore là, en vert, là, vous étiez totalement d'accord ou plutôt en accord là, avec cette information-là. Donc, vous êtes très préoccupé là, sur cette égalité pour une qualité égale, là, un prix égal.
Finalement, ce qu'on peut retenir, ce que vous avez démontré là, avec les réponses au sondage, c'est que les principes de la mise en marché, le contexte actuel fait que vous avez une opinion favorable par rapport à la mise en marché collective. Donc, un degré d'accord envers le projet là, parce que ça permet justement de... Oh, pardon, j'ai tourné trop vite. De respecter cette notion de juste prix. Donc, pour une qualité équivalente de produits livrés, peu importe qui, propriétaire forestier de la région, entrepreneur, producteur, devrait recevoir le même prix. Et vous percevez que la mise en marché collective elle peut venir appuyer ou garantir ça davantage. Donc, effectivement, il y a des atouts qui sont perçus dans les pratiques d'affaires, que vous voyez plus de transparence, l'effet levier avec plus de volume de négociation, une meilleure accessibilité à l'information. Puis, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il est certain que le contexte de marché actuel où vous observez le décrochage entre le prix de vente, le prix que vous recevez, vous, puis le prix de vente des matériaux finis, fait que vous comprenez que vous pensez que la capacité de négociation là, du syndicat pourrait venir ici contrebalancer un peu le rapport de force. Finalement, ce qui est ressorti beaucoup dans les groupes de discussion, c'est le besoin d'information. Donc, même s'il y a une adhésion élevée qui a été démontrée envers le projet, vous avez exprimé là, un fort besoin de mieux comprendre le projet, surtout qu'il y a plusieurs sources de confusion possibles. Puis j'entendais là, dans la présentation précédente de M. Larrivée, je crois qu'ils ont déjà commencé à intégrer là, des recommandations faites dans notre rapport là, de venir préciser davantage qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs sources de confusion possibles, comme il y a certains types de bois qui sont déjà avec de la mise en marché collective. Plusieurs propriétaires forestiers sont aussi dans le secteur acéricole où il y a du contingentement. Mais dans le cas présent, l'option de contingentement, elle est exclue. Beaucoup de préoccupations aussi sur les coûts d'implantation, les coûts de gestion. Donc, j'entendais là, dans la présentation précédente qu'il y avait des précisions données à ce sujet-là. Vous avez aussi exprimé le besoin de mieux comprendre les retombées économiques du projet, bien que vous adhérez fortement aux grands principes et que vous pensez le pouvoir être gagnant. Il y avait le souhait là, de mieux en comprendre les retombées. Donc, voilà à grands traits, à très haut niveau, les résultats et ça me fera plaisir là, de répondre à vos questions là, si vous en avez. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Je vous rappelle les consignes. Il est possible maintenant de poser des questions sur la présentation des résultats du sondage AGECO. Pas de préambule, pas de commentaires, uniquement des questions. Nous allons en prendre un bloc de 3 questions. Par la suite, nous irons en réponse. Nous avons prévu une durée de 15 minutes au total pour les questions. Si jamais vous voulez poser votre question, vous levez la main. Pour lever la main, vous cliquez sur le bouton « Réaction » qui se retrouve en bas dans la barre d'outils sur un ordinateur. Et en cliquant sur le bouton « Réaction », vous allez avoir levé la main. Si vous travaillez à partir d'un téléphone ou d'une tablette, vous allez retrouver ces boutons-là d'options en haut à droite de l'écran en cliquant sur les 3 petits points. Lorsque vous aurez une main levée, je vais vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro et de poser votre question. Alors, est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation de Mme Charron? Ça semble très clair. Donc, dernière chance pour lever la main. Nous avons une première main levée. Donc, M. Gravel. Oui, bonjour, Mme Charron. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. On sait que votre entreprise a été utilisée dans d'autres territoires de conjoints et on retrouvait une question qui était, dans les sondages, combien de bois était mis en marché par les gens sondés? On ne retrouve pas cette question-là dans votre sondage cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une raison? Non, en fait, la question était posée, là, c'est simplement que j'ai fait une sélection parce que le temps qui m'était alloué était très court, mais je pense que sur M. Larrivée, vous me corrigerez, mais je pense que sur votre site Internet, il y a
le sommaire un peu plus exhaustif, puis il y a la présentation, le profil, le bois, le volume de bois, pardon, mis en marché. Donc, l'information, elle est là, la superficie et le volume. Alors, Par contre, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce qu'on a constaté, c'est que peu importe la superficie ou le volume mis en marché, il n'y avait pas de différence là, significative sur le plan statistique par rapport aux réponses qui étaient données. Mais donc, c'est sûr que c'est une question qu'on appelle une variable de croisement là, qui était effectivement documentée parce que c'était un des éléments qui était important de savoir. La même chose pour le secteur dans lequel se trouvait l'exploitation. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Prochaine question, Marius Cloutier. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Marius Cloutier, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro? Alors, dernière chance, M. Cloutier. Vous avez normalement le dessin de micro là, complètement en bas à gauche. Oui, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, mais oui, j'essayais et ça passe. Allez-y avec votre question. Oui, mais j'ai une question. La question est la suivante, c'est que il me semble qu'il y a certaines questions qui ont été posées qui sont presque évidentes et je me demande pourquoi on les pose, comme par exemple, si on veut savoir si quelqu'un va avoir un même prix pour le même produit, je ne vois pas comment on aurait d'autre chose qu'une haute approbation d'une telle valeur. D'une telle question. Alors, je me demande pourquoi on a posé ces questions. Il y a quelques questions qui sont évidentes. Ouais, ben en fait, vous avez raison, mais on les posait parce que comme ce sont des grands principes rattachés à une pensée dans la mise en marché collective, ça permettait de voir l'adhésion envers ces grands principes-là, mais certains auraient pu dire, et on l'a vu là, dans certains cas, dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres mandats, je ne sais pas, moi, si je travaille plus fort puis que je suis une personne spécialisée, je devrais avoir un meilleur prix que celui, un producteur peu spécialisé qui ne s'occupe pas de son bois, alors que moi, c'est mon métier. Donc, il y aurait pu avoir là, néanmoins ce genre d'observation-là, même si ça peut nous paraître évident. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question dans le clavardage qui ne semble pas être directement reliée à la présentation. Je vais donc attendre la section de Martin Larrivée pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions directement reliées à la présentation de Mme Charon? Est-ce que c'est Charon ou Taron, madame? Charon. OK. Vous êtes sûr de ne pas me tromper. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait fin à la période de questions en lien avec votre présentation. Alors, merci beaucoup, Mme Charon. Je vous remercie de votre écoute, puis tant mieux si la présentation a été claire et que ça a répondu à vos besoins. Merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Nous sommes donc maintenant rendus à la fin de la présentation. Est-ce que Martin Larrivée avait un dernier mot à nous dire avant d'y aller avec la période de questions, suite à la présentation de M. Larrivée? Non, moi, c'était complet pour ma présentation, donc on pourrait passer à la période de questions. Parfait. Donc, j'ouvre la période de questions. Je rappelle encore une fois les consignes. On vous demande de poser des questions, idéalement de nommer la diapositive. C'est pas de préambule, pas de commentaire. À tous les blocs de 3 questions, nous irons en réponse. Et la durée pour la période de questions qui a été prévue est de 30 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, en levant la main?
Bouton réaction. Vous vous retrouvez en bas de l'écran. Il y avait une première question dans le clavardage. Donc, je vais la lire. Il semblerait y avoir adhésion pour une péréquation du transport. Pourquoi le syndicat ne va pas dans cette direction? C'est la première question. Prochaine intervention. Votre question, M. Lay. Allez-y. Oui, Martin. Moi, pour blinder votre projet, là, tu sais, le MFFP qui gère la résidualité de la forêt publique, là, tu sais, on ne se le cachera pas, c'est un peu tout croche, cette patente-là. Puis on sait que c'est un ministère qui est à la botte. Oui, la question, là, la résidualité, allez-vous vous assurer que ça soit bien appliqué, ça? La résidualité de la forêt publique pour empêcher que le gouvernement, notre petit gouvernement, vienne vous couillonner avec des bois d'ailleurs. Tu sais, ça serait important que la résidualité, ça soit ferme et bien appliquée. Avez-vous un contact avec le ministère pour... Ça m'inquiète un peu, là, tu sais, les connaissants, là, guidounes comme ils sont. Là. On a bien compris votre question. Donc, on va voir s'il y a d'autres questions avant d'y aller en réponse. Merci beaucoup, M. Blais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, M. Gravel, et ensuite nous irons en réponse. Donc, M. Gravel, simplement ouvrir votre micro. Oui, bonsoir, Martin. Ma question est au niveau de la convention simultanée. Peut-être expliquer un peu plus. Quand ce que j'ai compris, c'est tous les acheteurs qui négocient en même temps des prix. Donc, comment on fait après pour avoir des prix usines? C'est ça ma question. Parfait, merci. Alors, nous allons maintenant permettre à M. Larrivée de répondre aux 3 premières questions et ensuite on retourne en question tout simplement. Alors, M. Larrivée. Oui, merci. Donc, au niveau de la péréquation, on a été surpris quand même du taux de réponse d'adhésion au niveau de la péréquation par les producteurs, mais on a quand même jugé que ce n'était pas suffisant là, pour aller vers cette mécanique-là de partage des coûts de transport entre tous les producteurs. La péréquation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le fond, on partage le coût de transport de tous les producteurs pour arriver à un prix équivalent bord de chemin pour tous les producteurs forestiers. Donc, c'est la péréquation. Mais dans le projet qu'on présente, nous, ce qu'on va viser, c'est avoir un prix usine unique pour une même qualité de bois, catégorie de bois plutôt. Donc, c'est ce qu'on va viser, ça va être un prix usine équivalent pour une même qualité de bois. Donc, le coût du transport va être assumé par le propriétaire, dépendant où est-ce qu'il est sur le territoire. Mais il n'y aura pas de péréquation ou de partage du coût de transport par tous les producteurs forestiers. Dans le projet qu'on présente, c'est une décision là, du conseil d'administration de parler dans ce voie-là, parce qu'on était autour de 75 ou de mémoire là, % d'adhésion, puis on trouvait que c'était quand même là, limité. Il y a un autre aspect aussi à la réponse, c'est que si le propriétaire est responsable, si le producteur est responsable de ses coûts de transport, ben, il va naturellement aller vouloir livrer son bois à l'usine la plus près de chez lui. Dans la plupart des cas, c'est. Tandis que si on partage les coûts de transport, le propriétaire n'a plus aucun incitatif à, je dirais, à y aller de façon rationnelle et viser l'usine la plus près. Il y a ça aussi dans la décision du conseil d'administration, là. C'est pour, en fait, responsabiliser un peu le producteur dans son choix d'usine. Parfait, merci. Puis, pour la deuxième question, M. Blais, au niveau de la résidualité, écoutez, ça, c'est un dossier qu'on travaille depuis on pourrait dire Mathusalem. M. Roy pourrait le dire plus longtemps. Depuis le début des années 90. Et puis, dans notre projet comme tel, c'est un projet réglementaire, puis une convention de mise en marché. Évidemment, dans ce contexte-là, on ne peut pas légiférer parce que c'est pas à notre niveau qu'on peut le faire là, sur la résidualité, là, dans la priorité du bois de la forêt privée sur le bois de la forêt publique. On est évidemment au sud du Québec, on est quand même assez épargné pour l'instant là, au niveau du
du bois de la forêt publique, là. Mais tu sais, non, dans le fond, on ne peut pas le traiter, la résidualité. On essaie de le traiter ailleurs. C'est avec la Fédération des producteurs de bois du Québec qu'on essaie de faire des pressions sur le ministère pour que le bois de forêt privée soit priorisé. Donc, mais c'est un travail en continu, puis on essaie de trouver des solutions là, à ça. Voilà pour cette question-là. Je ne sais pas si M. Roy, vous aviez d'autres. Non, c'est complet. Parfait. Pour la troisième convention, pour la troisième question, plutôt la convention simultanée pour tous en même temps, là, tous les acheteurs en même temps. Dans le fond, là, je répète, c'est pour un même produit. Donc, je donne un exemple fictif, là, un bio de 16 pieds de 5 pouces et plus va avoir le même prix d'achat à l'usine. Donc, c'est ça l'objectif. Si on a une qualité supérieure, exemple, on dirait là, un bio de 16 pieds de 8 pouces et plus, un acheteur voudrait avoir ce type de bois-là, il y aurait une autre catégorie de bois qui serait là, prévue pour ça. Donc, plus la qualité de bois augmente, évidemment, plus le prix attaché à ce produit-là va être élevé. Et puis, c'est comme ça qu'on l'a prévu. Et il va y avoir les longueurs aussi au niveau des catégories, là, le 8, le 9, le 10, le 12 et le 16. Évidemment, plus le bois est long, plus il vaut cher là, au niveau du prix. Donc, c'est comme ça qu'on l'avait prévu. Mais un prix unique pour l'ensemble du territoire au niveau de l'usine. Pour un même produit. Pour un même produit. Merci. On retourne donc en question. Il y a d'abord une question dans le clavardage. Juste avant, j'aimerais informer M. Bélanger qui a levé la main. En tant que président de l'Assemblée, je dois respecter les règles et selon les règles, les observateurs n'auraient pas le droit de poser des questions durant la séance d'aujourd'hui. Donc, peut-être attendre à la fin de la rencontre ou poser la question à un autre moment. Dans le clavardage, quel avantage le syndicat va-t-il tirer de cela, la négociation collective? C'est une des questions. Allez-y, en réponse. Alors, écoutez, le principe, là, ce n'est pas que le syndicat tire avantage de la négociation collective, c'est que les producteurs tirent avantage collectivement de la négociation collective. Et le principe qui nous a animés depuis les 5 dernières années, c'est celui-là. C'est d'obtenir de meilleures conditions de mise en marché pour les producteurs. Le syndicat est au service des producteurs. Il n'est pas au service du syndicat. Parfait. Alors, pendant la réponse, il y a eu une autre question dans le clavardage. Pourquoi spécifique au sapin épinette? Il y a d'autres espèces. Je peux aller avec cet élément de réponse-là. Je dirais qu'au niveau des autres bois, c'est pas aussi, peut-être pas la filière, peut-être pas aussi structurée au niveau des manufacturiers. Si on parle de pin, pruche, mélèze, pain rouge, pain blanc, c'est souvent des petites usines qui achètent des petits volumes. Donc, c'est vraiment au niveau de l'ensemble de la mise en marché, c'est des petits volumes. Donc, on trouvait que c'était difficile d'aller dans ces types de bois-là pour aller négocier ces prix-là. Il n'y a pas de problème quand il y a un moulin qui en achète dans un secteur. C'est sûr que les prix au niveau de ces produits-là sont peu élevés parce que c'est des essences qui sont peu recherchées. Donc, je pense que les prix offerts par les petites usines là, sont raisonnables pour les gens qui les vendent, qui vendent des bois-là. On ne voulait pas s'embarquer là-dedans, puis on ne voulait pas embarquer non plus dans le sciage feuillu qui est extrêmement complexe. Puis je dirais qu'il y a quand même, les acheteurs là, ont des prix plus intéressants parce que c'est des produits plus recherchés là, dans le sciage feuillu. On ne voulait pas non plus embarquer le sciage feuillu dans la négociation collective. On jugeait que ce n'était pas important. Le gros des volumes de bois qui sont produits par les producteurs, c'est vraiment dans le sciage, c'est vraiment le sapin épinette. 60%. C'est au-delà de 60%. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur le sapin épinette. Le sapin épinette, maintenant, sciage, c'est le principal produit des producteurs forestiers du sud du Québec. Et si on ajoute à ça le bois à pâte livré à Domtar, ben ces deux entités-là constituent plus de 90% de tout ce qui se vend. Donc, on a mis la priorité sur les volumes importants. Donc, on pense que l'intérêt des producteurs est là.
Parfait. Alors, il y a une main levée et une question dans le clavardage. Nous allons débuter par la question dans le clavardage. Allez-vous prendre un montant plus élevé sur chaque voyage de bio livré? Et la question, la main levée, M. Beausoleil. La parole est à vous. Dans un premier temps, on va y aller avec M. Beausoleil, puis ensuite, on y va en réponse. Beausoleil, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être baisser un petit peu le volume de votre micro. Ça ne sonne pas super bien, mais allez-y, on est quand même capable de comprendre. Soyez bref dans votre question. Je me posais la question, là, lorsque les marchés seront plus à la baisse, là, comment assurer la production là, constante avec les besoins des scieries? Puis comment assurer dans le projet que le revenu net au chemin producteur va être amélioré? Merci. Et une dernière question avant d'y aller en réponse. Caroline Logan. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Ça fonctionne-tu? Bonjour. Très bien. Allez-y. OK. Ma question, c'est un peu dans le même sens que M. Beausoleil. Là, les prix vont être basés sur les 3 dernières années. Les volumes vont être anticipés sur les 3 dernières années. On sait que les 3 dernières années ont été des années exceptionnelles dans le boîtillage. Si on a un marché qui s'en va vers la baisse. Si, c'est ça ma question. Si on a un marché qui va vers la baisse, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi les mesures qui vont être prises? Comment qu'on va... on a-tu un delta qui est anticipé, quelque chose qui prévoit ça, là, les prix, les négociations vont se faire comment? Parfait. Merci. Merci. Alors, en réponse. La première question, c'est sur des contributions. Oui, c'est sur contributions. Est-ce que tu veux répondre? Oui, bien, nous, on ne prévoit pas de frais additionnels dus à la négociation dans le siège de Sapin-Pinette. Je dirais que les frais occasionnés par la mise en marché du siège, ben, c'est la paye, et on le fait déjà pour tous les bois. Donc, il n'y aura pas de frais additionnels parce qu'on fait déjà la paye. Les coûts de négociation vont être relativement modestes parce qu'on va négocier l'ensemble des usines en même temps. Et donc, on ne sera pas obligé de négocier 15-20 conventions différentes avec 15-20 acheteurs différents. On va négocier une seule convention. Mais c'est évident que dans un avenir rapproché, il va falloir indexer nos contributions parce que la dernière hausse de contribution, c'est en 2011. Ça fait déjà 11 ans. Et avec l'inflation qu'on connaît ces années-ci, bien, écoutez, avec des taux d'inflation de 6-7 %, c'est clair qu'on va devoir, à un moment donné, ajuster les contributions. Mais ça ne sera pas dû principalement à la négociation ou la mise en marché du boîtillage. Pour ce qui est des cycles baissiers, là, puis je dirais que les 2 dernières questions se rejoignent quelque part. Là. Nous, on ne garantira pas de volume, on va garantir des parts de marché. Autrement dit, si une année, c'est 500 000 mètres cubes qui se met en marché, bien, on va répartir le 500 000 mètres cubes en fonction des volumes historiques. 80 % du volume historique. Si c'est 300 000, bien, ça va être 80 %. On va partager 80 % du 300 000 selon les volumes historiques. Donc, la garantie qu'on donne, c'est que tu vas avoir ta part de marché, mais on ne garantit pas le volume. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais on ne s'embarquera pas dans des garanties de volume. On l'a dit, on ne peut pas obliger les producteurs à produire. Mais on peut garantir, par exemple, des parts de marché. Parfait. Merci. Alors, nous retournons à la période de questions. Je vais prendre 3 questions. La première question, dans le clavardage. J'ai donné mon aval pour la récolte d'environ 360 cordes de bois en janvier 2023. Devrais-je attendre et retarder cette cueillette pour bénéficier d'un meilleur gain financier? Deuxième question, c'est une main levée. Monsieur Gauthier, allez-y, la parole est à vous. Juste ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez maintenant l'autorisation de réactiver votre micro. Alors, ma question est celle-ci. Qu'arriverait-il si jamais il y a une usine dans le lot qui ne veut pas participer
à la négociation collective et puis il marche tout seul de son côté. Est-ce qu'un producteur va pouvoir faire affaire avec lui personnellement et puis après ça, faire affaire aussi avec le syndicat pour écouler du bois négocié? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement, non. Alors, allez-y en réponse. Bon. Oui, ben, vas-y, je suis complété. Au niveau de l'attente, je ne peux pas vous janvier 2023, probablement que le règlement, ça va être plus tard qu'il va être adopté. Là. Évidemment, c'est un peu rapide là, pour ça. Moi, je pense que vous devriez continuer là, comme ce qui était prévu, puis voir plus tard. Là, c'est un conseil que je vous donne. Là, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que vous devriez attendre après ça. Ça pourrait peut-être être long avec pour la mise en place. Là. Si vous êtes dû pour faire de la récolte, ben de la faire. Là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire là-dessus. Bon, c'est un peu la même réponse. Surtout qu'en général, il y a toujours des urgences en forêt à récolter. Il y a toujours du bois en perdition. Vous savez, on perd en général, en moyenne, au moins 2 % de nos tiges chaque année. Donc, attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour la mise en place, comme disait Martin, ça peut prendre ce temps-là. Si entre-temps, vous avez du bois qui se perd, ce n'est pas rentable. D'autant plus que c'est bon pour une forêt de l'aménager et de récolter. Ça donne une chance aux arbres qui repoussent ou aux arbres qui sont laissés sur place de croître plus vite. Donc, c'est un conseil qu'on ne donnerait pas. Moi, en tout cas, moi, je récolte du bois à tous les ans depuis 45 ans, un peu plus. Et bon prix, mauvais prix, il y a des urgences qui doivent être faites. Puis, à tout bout de champ, on a un chablis, donc, il y a des urgences. Donc, il faut y aller selon les besoins de la forêt. Pour ce qui est de l'usine qui voudrait faire bande à part, qui ne voudrait pas acheter, bon, ben, son volume, il va être offert à ceux qui veulent. Mais cette usine-là ne pourra pas acheter de bois, se procurer de bois sur le territoire du plan conjoint. Parce que le canal unique pour la commercialisation, c'est l'agence de vente du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Donc, le choix à faire pour l'usine, c'est d'acheter ou de ne pas acheter, mais s'il décide qu'il ne fait pas affaire avec le syndicat, il n'achètera pas sur le territoire. Ça, c'est la loi. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si c'est complet. Alors, on retourne en période de questions. Juste vous dire qu'on approche bientôt de la durée qui était prévue pour la rencontre. Alors, je vais prendre d'abord la question dans le clavardage. Première question de M. Garand pour le transport. Allez-vous laisser les transporteurs gérer eux-mêmes leurs clients et livraisons? Ensuite, pour le deuxième et dernier tour de M. Beausoleil, allez-y avec votre question, s'il vous plaît, de compréhension. Oui, bien, tout à l'heure, j'avais comme 2 volets dans ma question. Merci André d'avoir répondu concernant la mise en marché lorsque les marchés sont baissiers. J'avais par contre une autre question qui ne m'a pas été répondue, c'est dans le projet qui est présenté, là, vous dites qu'on aura les meilleures conditions pour les producteurs, là, mais qu'en est-il du revenu net au chemin producteur? Parce que le prix usine, c'est une chose, là, mais à la fin, là, c'est le revenu net au producteur qui est important. Comment le projet va nous permettre d'avoir un meilleur revenu net pour tous les producteurs? Merci. Dernière question avant d'y aller en réponse. M. Gravel, allez-y. Oui, je suis dans le projet de règlement à l'article 10. Et puis, avec l'explication que Martin a donnée tout à l'heure, disant un produit identique aura un prix identique usine, pourquoi on fait un article 10 aussi complexe si c'est aussi simple? Merci. Alors, en réponse? Ben, je vais commencer par compléter la réponse là, à M. Beausoleil. Là. Nous, on a fait des simulations là, sur les livraisons au cours des dernières années aux usines. Et on se rend compte que les producteurs, en général, sont fidèles et livrent à la même usine. Donc, si on a un prix unique
puis qu'on livre à l'usine la plus avantageuse, celle qui est la plus près de chez nous, puis qu'on améliore les prix usine, ben c'est clair que le revenu net au producteur va s'améliorer. Ce qu'on vise, c'est des meilleures conditions de mise en marché, mais principalement un meilleur prix usine. Donc, un meilleur prix usine dans le 90 95 des cas va améliorer le revenu net au producteur. Pour ce qui est du transporteur, actuellement et dans l'avenir, le producteur va avoir le choix de son transporteur, comme c'est le cas actuellement. Et on ne prévoit pas de changement là-dedans. Il est possible que des producteurs aient de la difficulté à se trouver un transporteur. Et là, c'est là que le syndicat va intervenir et va assister le producteur là, dans la détermination d'un transporteur pour son bois. Mais, règle générale, le producteur a le choix, choisit lui-même son transporteur. Pour ce qui est de la question de... L'article 10, dans le fond, c'est une obligation qu'on se donne comme syndicat de payer là, un délai de paiement au producteur. Là. Donc, on paye le 3e jour ouvrable suivant la période de 15 jours de réception au niveau de l'usine. Donc, on a ajouté là, une espèce d'obligation au niveau du syndicat pour qu'il y ait une garantie que le producteur soit payé rapidement là, suivant la livraison puis le paiement de l'usine. Donc, c'est la pratique actuelle. C'est la pratique actuelle. Donc, on l'a mis dans le règlement, mais on le fait déjà. C'est ça. Alors, merci. C'est maintenant la dernière chance pour vous de poser les questions. Je vais prendre les 3 dernières questions pour respecter le délai qui était prévu pour la période de questions. Je vais commencer par le clavardage. La première question, est-ce que l'unité de mesure mètre cube peut être utilisée au lieu de la corde? C'est la question, puisque c'est l'unité utilisée sur les terres publiques ainsi que celle dans les machines forestières récentes. Deuxième question, la main levée de M. Letarte. Allez-y. Simplement cliquer sur votre niveau. C'est bon. Moi, je me demande comment pouvez-vous obliger une usine à payer, mettons, pour la même sorte de bois, la même qualité de bois, un même prix, dans le sens que si cette semaine, Saint-Honoré nous donne 500$ la corde pour du 8 pieds 6 pouces, mais Mégantic ne veut pas vous le donner, il donne rien que 400$ la corde. Comment allez-vous pouvoir obliger un gars à donner un prix qu'il ne veut pas donner? Parfait, merci. Donc, dernière chance pour la dernière question avant d'y aller en réponse. J'ai une question dans le clavardage. Est-ce que les usines américaines feront partie de l'entente? C'était la dernière question. Alors, allez-y pour les réponses. La première question, c'était l'unité de mesure de mètre cube solide. Donc, ce n'est pas une unité de mesure qui est très utilisée au sud du Québec. C'est plus utilisé dans les secteurs où il y a plus de forêts publiques, je dirais. La corde, en fait, c'est une unité de mesure que les gens d'ici connaissent bien. C'est en façade 4 pieds par 8 pieds. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Tandis que la mètre cube solide, c'est un peu plus difficile là, à comprendre pour les producteurs là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a le conseil d'administration a choisi de choisir la corde plutôt que la mètre cube solide. La deuxième question, obliger une usine pour la même qualité de bois de payer le même prix. En fait, si une usine veut acheter sur le territoire, elle devra payer le prix qui va avoir été négocié avec la convention de mise en marché qui va avoir été négociée avec nos acheteurs. Donc, s'il ne veut pas payer ce prix-là, ben, il ne pourra pas en acheter. Pour la même qualité, il faut absolument que l'acheteur paye le même prix. Là. Donc, c'est ça la réponse à cette question-là. Donc, s'il ne veut pas payer le prix à la convention, il ne pourra pas en acheter. Le dernier prix, c'est les usines US qui font partie de la convention. Dans le fond, j'en ai fait allusion tantôt. Ici, au syndicat, c'est il y a des agents de mise en marché qui s'occupent du bois d'exportation. Donc, on accrédite des gens pour qu'ils puissent transiger avec les producteurs des bois aux États-Unis.
Une des raisons, en tout cas, c'est que souvent, les acheteurs américains, bon, ils ne veulent pas nécessairement avoir des contrats avec les syndicats de producteurs au Québec. Donc, c'est la méthode qui a été développée depuis plusieurs années pour être capable d'aller vendre des bois aux États-Unis. Puis, c'est ça. Puis, les agents vont être tenus de payer le prix de la convention. Oui, c'est ça. Donc, les agents vont être ils vont être tenus de payer le prix à la convention pour une même catégorie de bois. Donc, un acheteur US qui voudrait s'approvisionner, exemple, en billes de 16 pieds, 6 pouces et plus, devra payer le prix qui va être négocié à la convention aussi. Donc, c'est pas l'usine qui est couverte, c'est l'agent. C'est l'agent qui va être couvert à ce moment-là, ça ne sera pas l'usine. Et pour ce qui est du mesurage à la corde aussi, il faut penser que c'est un mesurage qui ne coûte pas cher, qui est simple et qui prend peu de temps. Et c'est probablement, je dirais, sur le plan financier, c'est celle qui coûte le moins cher. Puis c'est celle, comme disait Martin, que les producteurs connaissent. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser la corde. Et elle se répand de plus en plus dans le sud du Québec et en Chaudière-Appalaches. Alors, merci beaucoup pour les réponses. Merci beaucoup aussi pour les questions. Nous avons réussi à être efficaces. Nous avons maintenant terminé la période de questions. Nous avons respecté le délai qui était prévu. Nous sommes donc rendus à l'ordre du jour au point 7 pour les prochaines étapes. Alors, M. Larrivée. Oui, donc je vais refaire mon partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, on serait rendu au point prochaines étapes. Dans le fond, là, on vous a présenté, vous avez dans l'Arbre Plus que vous avez reçu dernièrement tous les détails du projet de mise en marché collective. On vous a fait la présentation ce soir. On a répondu à plusieurs questions. Je pense qu'on a vraiment fait le tour du projet. Pour faire vos commentaires, dans le fond, sur notre projet, on vous rappelle qu'on a une page sur notre site Internet. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez tomber sur le bandeau d'accueil où est-ce qu'il y a un endroit pour donner son opinion. Je vous ai mis l'adresse là, c'est le spbestri.qc.ca/opinion-siège. Vous allez dans cette section-là, puis vous pouvez là, écrire vos commentaires. Ce que vous pensez du projet, ce que vous pensez s'il y aurait des points d'amélioration qui pourraient être faits, vous les mettez là. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez aussi utiliser ce canal-là pour nous faire part de vos préoccupations et de vos suggestions d'amélioration. Donc, nous, on va laisser cette page-là ouverte jusqu'au dépôt du changement réglementaire à la régie, donc jusqu'à l'automne. Il y a aussi un endroit où vous pouvez déposer des mémoires. Ceux qui sont capables d'écrire des textes sur informatique, bien, vous pouvez aussi déposer un mémoire dans des formats Word, peu importe. Donc, il y a aussi un endroit pour le faire. On peut le faire directement sur la page ou sur déposer un mémoire. Il y a un bouton exprès pour ça. Donc, ça, je tenais à vous le dire. On en reçoit, on en a reçu beaucoup. Donc, on les lit tous, on passe à travers. Donc, on en tient compte, puis on en fait rapport au conseil d'administration. Dans les prochaines étapes, bien, vous savez, on en a parlé tantôt, l'Assemblée générale spéciale du 10 novembre à 19h30. C'est sur inscription, donc ça va être important de vous inscrire. On a des vérifications à faire là, avant les inscriptions pour s'assurer de l'éligibilité des gens qui sont présents, que c'est vraiment des producteurs. Donc, c'est pour ça qu'on demande une inscription préalable. Vous pouvez aller voir sur le site Internet encore du syndicat pour vous inscrire. C'est assez facile à trouver. Encore là, quand vous ouvrez la page du syndicat, vous avez le bouton pour vous inscrire aussi. Il y en a plusieurs qui se sont inscrits à cette soirée d'information. C'est la même chose pour l'Assemblée générale. Inscrivez-vous en grand nombre. Vous pouvez aussi nous appeler au syndicat si vous avez de la difficulté avec l'Internet et tout ça. On va vous inscrire. Donc, le vote des délégués, donc, il y aura le vote des délégués sur les changements réglementaires proposés. Vous avez l'ordre du jour dans l'Arbre Plus que vous avez reçu à ce sujet-là.
Donc, vous avez là, un arbre plus qui est nommé, c'est le volume 35, numéro 3, l'Assemblée générale spéciale. Vous avez l'ordre du jour de tous les sujets qui vont être discutés lors de cette soirée-là. Donc, venez en grand nombre, venez donner votre opinion, ça va être important. Au niveau aussi des prochaines étapes, bien, si le vote des délégués du 10 novembre est positif, seulement s'il est positif, s'il est négatif, bien, le projet arrête là, mais s'il est positif, bien, il va y avoir une invitation aux industriels à négocier une convention de mise en marché du siège Sapin-Épinette, comme on expliquait. Puis on va procéder à la négociation de cette convention-là. Puis il va y avoir la remise du changement réglementaire à la Régie des marchés agricoles pour son approbation, on espère, avant la fin de l'année 2022. Donc, voilà, c'est, je dirais, les prochaines étapes qui s'en viennent dans le projet. On tenait à vous en faire part là-dessus. Voilà pour ça. Donc, on serait rendu à la levée de la rencontre. Monsieur Raymond. Alors, juste avant de vous remercier pour votre participation, je laisse le mot de la fin à votre président. Oui, bien, je veux dire, moi, c'est la grande participation qu'on a eue ce soir là, pour une assemblée d'information virtuelle. À un moment donné, on était autour de 140 participants. Je suis obligé de conclure que c'est une très bonne participation. Je tiens à vous en remercier. Je tiens à vous remercier aussi de votre participation active aux questions. Vous avez été extrêmement disciplinés. Vous avez obéi à votre président de façon, je dirais, religieuse presque. Donc, un grand merci. Et j'insisterai là sur la nécessité ou l'extrême importance de participation à l'Assemblée extraordinaire qu'on va tenir dans 3 semaines, le 10 novembre. Votre participation, elle est attendue, requise, inespérée même. Donc, merci à ceux qui vont se présenter et je souhaite des débats constructifs. Donc, bonne fin de soirée à tous. Et le travail continue. M. Bouchard.